Elle a des pattes velues. Elle vit dans l'ombre. Elle possède des crocs. Elle est même venimeuse. Voici l'animal dont on nous a appris à avoir peur. L'araignée. Et pourtant, l'araignée a du génie. Elle a des pouvoirs multiples qui passionnent les scientifiques. Elle chasse à vue. Quand elle voit une proie, elle la traque, comme un chat traque une souris. Dans le corps de cette araignée, il y a assez pour construire 3 toiles complètes. L'araignée crache sur sa proie et la soie se contracte. Elle ne peut plus bouger. Les femelles sont très agressives. Elles attaquent souvent les mâles. Parce que si ce n'est pas un bon partenaire, ça fera toujours un bon repas. La clé de la survie d'une espèce, a dit Darwin, c'est sa capacité d'adaptation. Or, l'araignée est un miracle d'adaptation. Elle vit partout autour de nous. On a recensé à ce jour 42 000 espèces d'araignées. Regardez attentivement, elles peuplent nos maisons, nos jardins. Elles ont conquis la plupart des milieux. On a trouvé des araignées en haute montagne ou sur des îles très éloignées, mais pas besoin d'aller si loin. Où que vous soyez, il y a toujours une araignée près de vous. Les araignées ont conquis quasiment l'ensemble de la planète. Elles s'adaptent, se transforment, se multiplient. On ne compte qu'une poignée d'aranéologues dans le monde capables d'identifier les nouvelles espèces d'araignées. Christine Rollard en fait partie. Elle est la gardienne de l'extraordinaire collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris qu'elle continue d'enrichir. Pour elle, il reste des dizaines de milliers d'espèces d'araignées à découvrir. Dans une prairie de ce type, il y a environ, en densité annuelle, 200 araignées au mètre carré. C'est quand même énorme, mais la majorité, on ne les voit pas, elles sont de petite taille. Donc il faut utiliser différents moyens. Et on découvre des espèces nouvelles encore tous les jours. Il y en a encore beaucoup à découvrir. Et en même temps, quand on les découvre sur le terrain, on a des modes de vie qu'on observe et qui nous permettent de mieux connaître encore les araignées. 200 araignées au mètre carré, peut-être une dizaine dans cette seule touffe d'herbe. Pour les voir, il faut changer d'échelle. Pénétrer dans un monde où une sauterelle aurait la taille d'un éléphant. Car la plupart ne mesurent que quelques millimètres. Mais comment ont-elles colonisé la planète jusqu'au dernier brin d'herbe? Comment sont-elles arrivées là? Et pourquoi on en trouve partout? Parce que quand elles sont jeunes, elles se dispersent en utilisant la voie des airs. Donc c'est un mode de dispersion aérien. Ça fait partie du plancton aérien. Et donc elles émettent un petit fil derrière, lèvent les pattes, et le moindre souffle d'air va les faire s'envoler en fait avec le vent. Donc voilà le mode de dispersion des araignées, et on en trouve partout sur tous les continents, sauf aux deux pôles. Si le hasard le veut, elles s'envolent pour un grand voyage et peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Certaines ont même été capturées à plus de 4000 mètres d'altitude par des ballons-sondes équipés pour prélever des échantillons d'air. Au bout du voyage, il y a parfois un nouveau territoire qu'elles colonisent. Christine Rollard recherche ces voyageuses du hasard. Là, dans les petits interstices, il y a peut-être quelque chose. Dans les arbres, les araignées peuvent s'installer sur les troncs, sous les écorces, entre les branches, dans les feuillages, et parfois à des hauteurs considérables dans la canopée. Donc quand on fait un inventaire des araignées, il faut vraiment regarder partout. En fait, si les araignées ont si bien traversé le temps, c'est grâce à leur pouvoir d'adaptation et aussi grâce à un cadeau que leur a fait l'évolution, la soie.
Le fil de soie, cet outil robuste produit en temps réel, permet à l'araignée de construire un cocon, de ligoter une proie ou de tisser sa toile. Dans son laboratoire, perché sur les toits de l'université d'Oxford, Chris Holland essaie de percer les secrets de ce fabuleux matériau. Il étudie les néphiles, des araignées tropicales connues pour leurs toiles imposantes. Ce sont aussi des pensionnaires voraces. Les araignées qui sont ici ne sont pas végétariennes. Elles mangent des mouches, leur repas favori. Et c'est comme ça que nous les nourrissons. La soie d'araignée est un matériau extraordinaire. Elle sert à la fabrication d'une toile qui est non seulement capable de supporter le poids de l'araignée, mais aussi d'absorber l'énergie de l'impact d'un insecte volant rapidement. Et ceci avec une fibre 30 fois plus fine qu'un cheveu. C'est un matériau extraordinaire, non seulement pour l'araignée, mais aussi pour nous. Un matériau qui surclasse la plupart de nos polymères. Pour étudier ce matériau, Chris Holland immobilise ses araignées et déroule le fil qu'elles produisent jusqu'à 30 mètres à la fois. La chose la plus remarquable chez les araignées, c'est que contrairement à beaucoup d'animaux qui ont besoin de trouver des matériaux dans la nature pour leur nid, comme les oiseaux qui cherchent des brindilles, l'araignée possède tous les matériaux de construction dont elle a besoin dans son corps. Et dans cette araignée, il y a de quoi construire 3 toiles d'araignée complètes. La soie liquide est une sorte de soupe de protéines flottant en désordre. Mais lorsque cette soupe circule dans la glande de l'araignée, elle subit quasi instantanément une transformation complète. Lorsqu'elle sort, la soie a changé d'état. Elle est devenue solide. La soie est faite de protéines longues et parfaitement alignées pour sa solidité, et d'autres placées en désordre qui assurent son élasticité. À diamètre égal, la soie d'araignée est plus solide que l'acier et plus résistante que le Kevlar. Mais comment la soie change-t-elle d'état aussi rapidement? Pour expliquer ce mystère qui fascine les scientifiques, Chris Holland prépare un mélange à base de fécule de maïs. Voici un exemple d'une matière non newtonienne. C'est quelque chose qui se comporte soit comme un liquide, soit comme un solide. Cela dépend de l'énergie qu'on y applique. Si j'essaie de mettre ma main très lentement, on voit qu'elle s'enfonce. Mais en revanche, si j'essaie de mettre ma main très rapidement, elle réagit différemment, beaucoup plus comme un solide. Si je prends cette matière, si j'y applique de l'énergie très rapidement, je peux l'émietter tout comme un solide. Mais après, tout doucement, cela se transforme. Elle redevient liquide. À l'intérieur des glandes de l'araignée, la soie se comporte de manière très similaire à cette matière. Elle commence à être relâchée très lentement, car les glandes qui contiennent la soie sont très grosses. Mais ces glandes se rétrécissent et donc la soie, en passant, accélère et acquiert de l'énergie. Et elle se transforme. Le gel liquide devient une fibre solide. L'araignée possède en fait plusieurs glandes. Selon celle qu'elle utilise, elle peut choisir de produire une soie possédant différentes propriétés. Cela dépend de ses besoins. Le tissage de la toile est une opération complexe réglée comme une chorégraphie. Les premiers fils, tendus en étoile comme une charpente, sont faits avec la soie la plus solide.
Puis, une armature provisoire est posée en partant du centre de la toile. À ce stade, la nature de la soie change. L'araignée revient vers le centre en dévidant une soie élastique très collante. Au passage, elle avale la charpente provisoire. L'arme fatale de ce piège, c'est la soie collante. Sous le microscope électronique, on voit un chapelet de perles qui se forme au contact de l'humidité de l'air. Ce sont de minuscules gouttelettes de glu. Pour ne pas être prise à son propre piège, l'araignée enduit l'extrémité de ses pattes d'une sorte de cire à laquelle cette glu n'adhère pas. Au petit matin, les gouttelettes de rosée révèlent la géométrie parfaite de ces structures. Mais leurs formes ne sont pas liées au hasard. Thomas Hesselberg, également chercheur à l'Oxford Silk Group, fait travailler ses pensionnaires dans des cadres soigneusement rangés sur les étagères du laboratoire. Il étudie la résistance des toiles d'araignée face aux éléments naturels. La plupart du temps, s'il y a beaucoup de vent, l'araignée renoncera à construire sa toile. Mais s'il y a juste un peu de vent, l'araignée construira une toile spécialement adaptée, c'est-à-dire une toile plus petite, plus rapide à fabriquer, qui risque moins d'être détruite par le vent. Dans la soufflerie aéronautique de l'université, le chercheur installe une araignée sur sa toile et augmente progressivement la force du vent. La forme circulaire est un atout, puisqu'elle répartit les forces de façon uniforme sur toute la surface de la toile, mais jusqu'à une certaine limite. Si les vents deviennent trop forts et que l'araignée risque de perdre sa toile, elle la défera. Et pendant qu'elle défait sa toile, en fait, elle recycle les protéines contenues dans la soie pour les réutiliser lorsqu'elle construira une nouvelle toile. Elle recycle sa soie en mangeant sa toile. Elle consomme par la même occasion des proies de petite taille, jusque-là laissées de côté. De façon générale, une araignée détruit et reconstruit sa toile 1 ou 2 fois par jour. Les toiles d'araignée peuvent obéir à un grand nombre de structures différentes et sophistiquées. Plusieurs formes existent qui sont des merveilles d'ingénierie. Grâce à elles, les araignées sont parvenues à coloniser toutes sortes de milieux, jusqu'à nos habitations. Il n'y a donc pas qu'en pleine nature que Christine Rollard trouve ses sujets d'étude. Les caves, les greniers, sont des endroits privilégiés. Des lieux peu fréquentés, où la poussière s'accumule dans les toiles, leur donnant un aspect lugubre et repoussant. C'est aussi le royaume d'une araignée, pouvant être aussi grande qu'une main, qui cristallise toutes nos peurs et nos angoisses. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, toutes les araignées ne font pas des toiles géométriques. Et là, on a un bel exemple de toile en nappe avec un entonnoir. Et c'est les tégénaires qui font ça. Ce sont des araignées communes dans les habitations. De par leur morphologie et leur aspect velu, les tégénaires ont mauvaise réputation.
c'est elle que l'on accuse à tort de venir nous mordre pendant la nuit. Pourtant, la tégénaire est inoffensive pour l'homme. Mais la légende a la vie dure. Les pholques sont une autre espèce bien connue de nos habitations. Ils tissent une toile inorganisée dont l'enchevêtrement des fils intercepte les proies au cours de leur déplacement. La particularité des pholques est de tourner sur eux-mêmes à grande vitesse. Leurs prédateurs ne distinguent alors plus leur forme ni leur position. Ils deviennent en quelque sorte invisibles. Ah, là encore une toile intéressante d'une araignée qui est fréquente au niveau des habitations. C'est l'araignée des fenêtres, la zygielle. Et il y a une portion en fait, de sa toile géométrique qui est dépourvue de spirale. Et l'araignée est située dans une loge à côté du piège. Et elle est reliée à ce piège par un fil avertisseur au centre de la toile. Donc quand une proie heurte le piège, l'araignée, comme un pêcheur, est reliée à ce fil et se précipite au centre du piège. Une des toiles les plus étonnantes du monde des araignées a trouvé sa place dans les haies de nos jardins. Mais pour l'observer, il faut d'abord la localiser. Elle n'est pas plus grande que la moitié d'un grain de riz. Ah, la voilà. Alors cette araignée fait vraiment en fait un piège particulier. C'est une toile en forme triangulaire et l'araignée fait le pont entre la branche de la haie et un fil de tension qui tend justement ce triangle. Alors quand une proie va heurter le piège, l'araignée va lâcher un petit peu donc, ce fil de tension et la proie va s'emmailloter dans les fils de soie. La toile est le symbole de l'araignée. Mais la plupart des espèces n'en fabriquent pas. Certaines optent pour la chasse à courre. Il y a même une araignée qui sécrète un fil de soie terminé par une boule de glu. Elle libère ensuite une substance chimique qui attire sa proie, qu'elle capture avec son lasso de soie. Mais vous n'avez pas encore tout vu. Les araignées peuvent aussi se chasser mutuellement. Elles sont cannibales. Ce sont alors des proies venimeuses, donc dangereuses à approcher. Une araignée chasse à distance. L'araignée cracheuse. Elle ne construit pas de toile, mais la projette sur ses proies. Robert Sutter, professeur au Vassar College près de New York, s'est passionné pour l'étude de cette espèce à la technique de chasse si étonnante. Le truc est d'arriver à placer cette araignée pile en face de l'araignée cracheuse. Comme ça. Ah, voilà, vous n'avez rien vu car c'est arrivé trop vite. Elle lance son filet en moins de 35 millisecondes. Impossible de détecter un mouvement aussi fulgurant à l'œil nu. Pour le voir, Robert Sutter a mis au point un dispositif unique qui lui permet de filmer à très haute vitesse. L'araignée cracheuse est immobilisée sur une lamelle de verre
éclairée par un puissant faisceau de lumière. Pour voir le crachat sortir à une aussi grande vitesse, nous avons besoin de tourner à 2000 images par seconde. L'évolution a transformé les crochets de cette araignée en véritables canons à soie, oscillant à des vitesses encore jamais observées chez un être vivant. Ici, on voit les crochets de l'araignée cracheuse osciller de gauche à droite à une vitesse de 1000 fois par seconde. Ce type de mouvement ne peut être produit par des muscles, car les muscles ne peuvent se contracter aussi vite. Leur mouvement est lié au fluide qui sort très rapidement et qui crée cette oscillation. C'est ce qui se passe lorsque vous avez un tuyau d'arrosage. Si vous l'alimentez en eau sans le tenir, alors il va se mettre à osciller rapidement de gauche à droite. Le corps de cette araignée s'est profondément modifié pour rendre cette technique de chasse possible. C'est la seule espèce à posséder une glande à soie supplémentaire. Cette glande volumineuse, logée dans sa tête, lui donne cet aspect bombé. Avec un autre dispositif, Robert Soter a pu découvrir que la soie de l'araignée cracheuse avait une propriété encore plus étonnante. Dans cette expérience, nous allons faire cracher l'araignée sur 2 fils de fer. Lorsque les fils de fer seront couverts de crachats, nous verrons que la soie a une autre propriété qui est de se contracter et donc de rapprocher les fils de fer. Lorsque l'araignée crache sur sa proie, la soie se contracte. Alors elle ne peut plus bouger. C'est un bon système. Avec son filet de soie, qu'elle peut projeter à 100 km/h, l'araignée cracheuse est une chasseuse nocturne redoutable. Mais vous avez peu de chance de la croiser. La journée, elle se tapit sous les pierres, bien à l'abri de ses prédateurs. Pour quelques espèces, rester caché le plus longtemps possible peut s'avérer être une technique de chasse très efficace. Avec la chasse à l'affût, il n'est plus question de toile, mais de patience. Christine Rollard traque les mygales maçonnes, des championnes du camouflage, dans le sud de la France. Beaucoup pensent que les mygales sont toutes tropicales, ce qui est faux puisqu'on peut en trouver en Europe. Il y en a même peut-être dans votre jardin. Mais elles sont discrètes et très bien camouflées dans le milieu. Ici, on peut voir l'entrée d'un terrier de mygale maçonne et ce tube est fermé par un opercule de soie recouvert de divers matériaux végétaux. Quand l'araignée est en activité de chasse, elle se tient juste derrière cet opercule, légèrement entrouvert, et elle attend que les proies passent à portée. Ces caches souterraines ont une structure plus complexe qu'il n'y paraît. Ces araignées sont capables de creuser un trou parfaitement circulaire de plus de 20 cm de profondeur. Lorsque la température est trop élevée, la mygale confectionne un deuxième clapet qui l'isole de la chaleur et des prédateurs. La mygale passe la plupart de son temps derrière cette porte de soie, lorsqu'elle n'est pas en chasse. En Asie, d'autres espèces d'araignées ont amélioré cette technique de chasse. Elles tissent des fils de soie avertisseurs. Ces fils sont reliés aux pattes de l'araignée.
Elle n'a plus qu'à attendre qu'une proie les fasse bouger. Plus près de nous, il existe d'autres championnes de la chasse à l'affût. Les araignées crabes, des habitantes des fleurs de nos jardins. Certaines d'entre elles sont capables de changer de couleur en quelques heures pour s'adapter à celle de la fleur. Elle reste ensuite immobile jusqu'à ce qu'une proie vienne à sa portée. Sur une fleur, les choses se compliquent puisque les proies peuvent être plus grosses que le prédateur. Mais l'araignée dispose d'une arme redoutable qui a joué un rôle très important dans leur succès. Le venin. L'araignée crabe inocule au papillon un neurotoxique qui le paralyse en quelques secondes. Le venin est administré à travers une paire de crochets entourant la bouche de l'araignée. Il est généralement inoffensif pour l'homme, mais sa dose est mortelle pour beaucoup d'insectes. Surtout, il va déclencher un mécanisme étonnant, l'exodigestion. En pénétrant dans le corps de la proie, le venin associé à la salive liquéfie les tissus. Ainsi, l'araignée peut aspirer sa nourriture sans avoir à fournir l'effort de la mastication. C'est encore une spécialité des araignées qui contribue à la réussite de cette espèce. Et la plus étonnante d'entre elles ne s'attaque pas qu'aux insectes. L'argironnette, qui vit dans les marais européens, est la seule espèce d'araignée entièrement aquatique. L'évolution n'a pas été jusqu'à lui fournir des branchies. Elle va donc chercher à la surface des petites bulles d'air qu'elle emprisonne grâce à des soies très serrées lui couvrant l'abdomen. Elle se confectionne un véritable scaphandre autonome. Plus étonnant encore, elle tisse une toile sous-marine qu'elle remplit d'air. Elle ne lui sert pas à chasser, mais va constituer une véritable cloche à oxygène. L'efficacité de son venin lui permet de s'attaquer aux poissons. Une fois sa proie capturée, elle la rapporte dans sa bulle où le venin pourra agir sans se dissoudre dans l'eau. Si l'argironnette est unique en son genre, nos prairies abritent une des familles d'araignées les plus importantes, avec plus de 5000 espèces, les araignées sauteuses. À les voir de près, avec leurs yeux démesurés, il est facile de deviner leur spécialité. La chasse à vue. Elle possède les yeux les plus sophistiqués du monde des araignées. Elizabeth Jacob de l'Université du Massachusetts essaie de comprendre les particularités d'une vision si élaborée. Elle a mis au point avec son assistante une expérience pour vérifier si les araignées sauteuses sont capables de distinguer les couleurs. Elles ont placé des bâtons colorés dans une prairie. Ces bâtons sont équipés de petites niches. Elizabeth Jacob s'assure que les araignées s'y sont installées et y ont fait leur loge.
Maintenant, nous allons sortir l'araignée de sa loge et nous allons la poser près d'un bâton qu'elle n'a jamais vu auparavant. Nous allons tester l'araignée avec ce nouveau bâton. Elle grimpe jusqu'au bord du gobelet. Elle inspecte les alentours. Et elle se dirige vers le bâton. Puisque cette araignée fait face à un nouveau bâton, elle ne peut pas se baser sur des traces chimiques qu'elle aurait laissées pour retrouver sa loge. C'est donc qu'elle se sert d'un autre sens pour s'orienter. Il semble que l'araignée ait reconnu cette couleur. Dans son laboratoire, Elizabeth Jacob essaie de comprendre comment une araignée grande de quelques millimètres peut posséder une vision aussi précise et détaillée. Les araignées sauteuses ont une excellente vision. Elles ont la meilleure vue de tous les invertébrés de la planète. Elles utilisent leur vue dans beaucoup de circonstances, mais plus particulièrement lorsqu'elles chassent. Elles chassent comme les chats. Quand elles voient une proie, elles l'arrêtent comme un chat arrête une souris. Elle se recroqueville, elle l'épie et elle lui saute dessus. Les araignées sauteuses ne se contentent pas de bonds de quelques centimètres. La précision de leur vue rend possible des acrobaties des plus spectaculaires. Nos araignées sauteuses ont 8 yeux. Les yeux principaux, les plus gros, au centre de leur tête, sont très spécialisés. Ils lui permettent de voir les plus petits détails. Ce qui nous intéresse dans notre laboratoire, c'est de savoir comment les différentes paires d'yeux fonctionnent entre elles. Nous utilisons une technique très simple. On peint les yeux des araignées. Ici, mon assistante peint les yeux principaux. On peut noter qu'elle parvient quand même à voir où la proie se trouve. C'est parce que nous n'avons pas occulté ses yeux secondaires. Elle peut encore voir sur le côté ou derrière elle. Elle se sert en ce moment de ses yeux secondaires. Mais ce qu'elle ne parvient pas à faire, c'est de reconnaître la proie. Elle s'oriente face à elle, mais après, elle recule. On dirait qu'elle ne sait pas ce que c'est. Les yeux principaux ont une structure particulière. Ils possèdent une lentille fixe qui est à l'extérieur du corps de l'araignée. Et elles ont une toute petite rétine au bout d'un long tube. Cette rétine lui permet de voir les détails. Elle est composée de beaucoup de cellules sensibles à la lumière, mais elle est très petite. L'araignée ne peut voir qu'une petite zone face à elle. Mais cette rétine peut bouger à l'intérieur des yeux de l'araignée. C'est même tout le tube logé dans le crâne de l'araignée qui bouge. Donc, même lorsque l'araignée est immobile, elle peut regarder dans toutes les directions, un peu comme nous pouvons le faire. Avec les araignées sauteuses, on ne parle donc plus de globe oculaire, mais plutôt de tube oculaire. Les muscles spécifiques entourant ces tubes et assurant leur mobilité ont fait de leurs yeux des outils essentiels pour la chasse à vue. La nuit tombée, la chasse à vue ne s'arrête pas pour autant. Pour ne pas entrer en compétition avec les redoutables araignées sauteuses, l'évolution a doté certaines espèces d'araignées-loups d'une vision nocturne. Lorsque Robert Sutter pointe sa lampe frontale vers les herbes d'un pré, il voit les yeux des araignées-loups scintiller dans l'obscurité, comme ceux des félins.
Ce qui se passe, c'est que la lumière qui lui arrive a tout d'abord une première chance d'interagir avec un photorécepteur de son œil et une deuxième chance parce qu'elle se réfléchit sur une sorte de petit miroir à l'intérieur de l'œil. La lumière a donc 2 fois plus de chances de rencontrer un photorécepteur. Les cerfs, les chiens, les chats ont tous des yeux qui réfléchissent la lumière la nuit. L'évolution a amélioré la vision de ces mammifères. Elle a aussi doté les araignées de la même faculté. Les araignées-loups et les araignées sauteuses sont l'exception qui confirme la règle. La plupart des araignées ont une mauvaise vue. La perception des araignées par rapport à leur environnement extérieur est essentiellement basée sur les vibrations. Et ça grâce à des organes sensoriels qui sont répartis sur toutes les pattes, donc des soies de différents types, qui peuvent détecter les vibrations. L'araignée n'a pas de système auditif, mais les soies couvrant ses pattes sont des récepteurs ultrasensibles, si sensibles qu'elles détectent le moindre mouvement d'air produit par les ailes d'un insecte. Tout le système de communication de l'araignée repose sur cette capacité à percevoir des sons et des vibrations, la plupart du temps, inaudibles pour une oreille humaine. Les feuilles qui composent la litière, c'est un milieu de vie pour les araignées. Et c'est également un moyen qui leur permet de ressentir les vibrations, en particulier émises par les proies. Mais c'est également utilisé par les araignées comme moyen de communication vis-à-vis d'un partenaire. Chez certaines espèces, les percussions et les vibrations sont indispensables aux parades nuptiales, des signaux inaudibles, sauf pour les oreilles d'un scientifique. George Wetz, de l'Université de Cincinnati, est spécialiste de la communication chez les araignées. Il étudie une espèce particulière d'araignée-loup, essentiellement présente en Amérique du Nord. Depuis plus de 20 ans, il tente de décrypter leur langage corporel très élaboré. L'araignée femelle a déposé sur cette feuille de la soie avec des traces chimiques, ce qui stimulera le mâle et déclenchera sa parade nuptiale. Je vais utiliser un vibromètre laser, un outil d'enregistrement acoustique très sensible, pour percevoir les sons émis par le mâle lorsque je vais le poser sur cette feuille. Il devrait réagir dès qu'il percevra la soie que la femelle a déposée. Le mâle se sert de la feuille morte comme d'un tambour, dans l'espoir que la femelle ressente ses appels. Il utilise tout le poids de son corps pour émettre les sons les plus puissants possibles. Les signaux vibratoires peuvent contenir une grande quantité d'informations sur le mâle que la femelle peut interpréter. Par exemple, l'amplitude, la fréquence des vibrations au travers des matériaux permettent à la femelle de déterminer la taille du mâle, alors que la durée du signal et le nombre de pulsations renseignent la femelle sur la vigueur et la santé du mâle. Ce qu'on découvre lorsqu'on analyse les sons et que l'on examine la vidéo en même temps, c'est que les signaux visuels et les signaux vibratoires sont produits simultanément. Ces signaux multimodes sont très spectaculaires et très efficaces pour attirer l'attention de la femelle. Mais comment déchiffrer ces signaux? Un autre chercheur, Dave Clark, a découvert que l'araignée loup réagit face à un écran exactement comme devant une araignée réelle.
Alors il lui donne la réplique, en manipulant une araignée virtuelle comme une marionnette. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est présenter différents mâles, avec différentes caractéristiques, des stimuli. Ces stimuli peuvent consister à élargir leur touffe de poils, ou dans une autre séquence, on peut changer leur comportement en les faisant déambuler plus rapidement sur l'écran. Ou bien encore, changer la vitesse de leur mouvement. Il y a beaucoup de possibilités. Les pattes avant de ces araignées sont taillées pour la communication visuelle. Elles sont couvertes de longues soies qui agissent comme des drapeaux de sémaphore. Le mâle virtuel entame une parade nuptiale. Notre mâle parade à son tour. Il essaie de prendre le dessus sur son congénère dans l'espoir d'attirer une femelle hypothétique. Ce comportement de copie est unique chez les invertébrés. Le rôle des signaux visuels dans la parade nuptiale est très important. Ils peuvent être utilisés pour la reconnaissance de l'espèce ou pour attirer un partenaire situé beaucoup plus loin. Dans le cas de nos araignées loups, qui ont une excellente acuité visuelle, elles vivent dans des environnements complexes, couverts de feuilles. Les mouvements sont donc sans doute utilisés pour attirer l'attention de la femelle sur des longues distances et pour aider les mâles à se détacher de l'environnement dans lequel ils vivent. Si les signaux visuels sont si importants lors des parades nuptiales, quelle place tiennent-ils chez les araignées sauteuses dont la vue est si développée? Damian Elias, de l'Université de Californie, est un privilégié puisqu'il étudie les parades nuptiales les plus élaborées du monde des araignées. Il place une femelle sauteuse endormie au centre d'un petit tambour relié à un vibromètre laser. Un dispositif permet de faire tourner l'araignée pour l'orienter de façon idéale face à son partenaire. Alors une fois que le mâle est en place, on n'a plus qu'à le positionner pour qu'il voie la femelle. Pour ce dernier, l'accouplement est aussi une prise de risque. Les araignées sont cannibales et le mâle est souvent plus petit que la femelle. Cette femelle d'araignée sauteuse ne s'accouple qu'une fois dans sa vie. Alors, elle ne doit pas se tromper de partenaire. Le mâle a l'obligation de prouver qu'il est le meilleur, le plus vigoureux. Et avec une vue si précise, le moindre faux pas dans cette danse sophistiquée ne passe pas inaperçu. En même temps que ses pattes bougent, l'abdomen vibre très rapidement, car c'est l'abdomen qui produit les vibrations, et pas les pattes. On voit ici le mouvement ultra rapide des pattes. Cela va nous permettre d'analyser plus précisément le comportement d'approche. Nous voyons le mâle s'approcher très rapidement, et il touche la femelle, et on distingue même les poils se plier au moment où il la caresse. Et ensuite, il continue ses mouvements de pattes très rapides. L'évolution a joué un tour aux mâles. Leurs testicules ne sont pas reliés à leur organe de reproduction. Le mâle dépose quelques gouttes de sperme dans une petite toile. Il remplit ensuite ses bulbes copulateurs, des petites pattes situées sur l'avant de son corps. L'accouplement est un jeu à haut risque, dont la règle est simple: copuler sans se faire dévorer. Certains entament une danse circulaire qui occupe la femelle. Puis, ils la ligotent discrètement avec un fil de soie. C'est chez les néphiles que la prise de risque est maximale. La différence de taille est flagrante et généralement, le mâle ne peut rejoindre la femelle que lorsque celle-ci est occupée à dévorer une proie. L'approche est minutieuse. Le plus compliqué est d'accéder à l'abdomen de la femelle sans se faire dévorer.
le mâle n'a plus qu'à introduire ses bulbes copulateurs. Cette fois, le mâle s'en sort bien. Pourtant, une fois son devoir accompli et le danger passé, il ne résiste pas à la tentation d'un bon repas. La règle d'or chez les couples d'araignées, ne pas pousser les limites de l'hospitalité. Quelque temps après l'accouplement, les femelles pondent leurs œufs. Et là encore, l'évolution a produit des stratégies extrêmement sophistiquées. Certaines d'entre elles mobilisent tout leur savoir-faire de tisseuse pour que les jeunes puissent résister à un hiver rigoureux. Beaucoup d'espèces ne vivent qu'1 an. Et pour celles qui pondent à l'automne, comme les perfaciers, en fait on a là un cocon des perfaciers, elles protègent leurs œufs pour qu'ils passent l'hiver dans des conditions favorables. Donc c'est quand même des conditions de température souvent basses. Donc c'est très costaud, et il y a une grosse différence entre la température extérieure et la température intérieure avec ces couches de soie successives. Pour construire cette pouponnière high-tech, la femelle éperfacier a développé une technique complexe. L'araignée commence par pondre ses œufs en suspension sous un petit dôme de soie. Ce trésor va être recouvert de différentes couches, dont chacune a une fonction bien précise. La première couche maintient les œufs sur leur support. Ensuite, l'araignée produit une soie floconneuse très légère. Une fois les œufs éclos, cette couche formera une sorte de chambre où les jeunes araignées vivront leurs premières semaines à l'abri du froid. Le cocon a pris forme. La femelle le recouvre d'une enveloppe faite d'une soie très rigide. Enfin, pour rendre cette construction discrète et la protéger des prédateurs, le cocon est recouvert d'une couche de camouflage marron. Il aura fallu 8 heures à l'éperfacier pour construire ce petit miracle d'isolation. Épuisée par son travail, la femelle va bientôt mourir, sa descendance assurée. Toutes les araignées ne naissent pas orphelines. Chez certaines espèces, la femelle porte le cocon au bout de son abdomen jusqu'à la sortie des petits. C'est le cas de l'araignée loup, qui laisse les jeunes monter sur son dos. Des chercheurs ont même vu des femelles porter jusqu'à une centaine de petits pendant plus d'1 semaine. Sur des pontes massives, seulement 1% des œufs donneront une araignée adulte. En moyenne, un couple d'araignées ne laisse comme descendance que 2 individus. Juste de quoi perpétuer l'espèce. Mais avant de pouvoir se reproduire à leur tour, les jeunes adultes devront faire face à de nombreux prédateurs.
Si les araignées ont eu autant de succès dans la conquête du monde, c'est qu'elles ont développé des stratégies très diversifiées dans leur approche de tous les types de milieux. En fait, elles ont beaucoup plus misé sur l'innovation individuelle que sur l'invasion de masse. Des innovations très efficaces qui leur ont permis de devenir les plus grands régulateurs d'insectes, loin devant les oiseaux. À elles seules, elles capturent chaque année plus de 400 millions d'insectes par hectare. Leur rôle écologique est donc capital. Pourtant, les araignées souffrent encore de leur mauvaise réputation. C'est à nous d'apprendre à les regarder sans crainte, comme des modèles doués, dont l'enseignement tiendrait en 2 mots. Adaptez-vous.